Le Suntra, vidéo 19, oblique 96, Cybèle 12. Kadon, le grand druide des esprits, et les 7 Dhammas arrivèrent dans la région de Oslan, entre parenthèses, région de l'ancienne Roumanie, fermez la parenthèse. Le soir même, les 7 Dhammas découvrirent une grotte. Ils l'explorèrent et décidèrent d'y passer la nuit. Kadon s'adossa à un mur de roche, puis il eut une apparition. Il y avait bien longtemps de cela, des hommes avaient vécu ici. Le lendemain matin, Kadon dit au Laman Sherpa que, durant son sommeil, il avait rencontré des créatures remarquables, qu'il avait voyagé dans la bulle des songes, passé la porte d'incursion qui ouvre sur l'univers des transparences, et avait rencontré des hommes d'une apparence semblable à la nôtre, mais d'une force physique qui lui avait paru bien supérieure. Il s'arrêta de parler. Il parut vouloir rassembler ses souvenirs. Enfin, il se tourna vers le Laman Sherpa. « Je dois réaliser le Velahan, dit-il, car je dois découvrir qui sont ces hommes qui ont vécu ici il y a si longtemps. » Tous se regardèrent, et comprenant qu'il fallait laisser Kadon seul, ils sortirent de la grotte afin de le laisser se préparer à ce difficile exercice qui est l'accès au trou de temps. Quand tous furent sortis, Kadon se mit en condition. Il regarda la grotte autour de lui avec une grande attention. Chaque détail de cet endroit avait son importance. Chaque gravure sur les parois de la grotte, chaque petit caillou sur le sol, chaque stalactite de roche. Après quelques longues minutes de visualisation, il prit la position du grand escargot, position qui sert à la pratique du Velahan et à la méditation de réalité de vie, qui est la lumière du kadonisme par le prouvé des esprits. Kadon ferma les yeux et commença à réciter son maestra, prière en rapport avec la pratique du Velahan, puis il entreprit sa tentative d'intégration. Il se trouvait dans ce même endroit, bien des lunes auparavant, 4 cycles et demi de l'univers de la goutte plus tôt, soit environ 32 000 ans avant notre ère. Autour de lui, des hommes et des femmes bavardaient, près d'un feu. Une femme allaitait son enfant, 2 chasseurs taillaient des pierres, un autre s'attelait à fixer un silex pointu au bout d'une longue branche élaguée. 4 jeunes enfants jouaient à l'entrée de la grotte. À l'exception d'une araignée toute proche de l'endroit où Kadon se tenait, personne ne semblait remarquer sa présence. L'un des 2 tailleurs de pierre, le plus vieux, couvert d'un costume de peau et coiffé d'une tête d'ourson, racontait à l'assemblée comment ses ancêtres avaient, de leur temps, réussi à rejoindre cette partie de l'Asie afin de ne pas périr sous les éruptions volcaniques qui embrasaient toute cette région, et qui avaient détruit la quasi-totalité de son groupe et la plupart de ceux de son espèce, ainsi que la presque totalité des animaux du monde froid. Il racontait comment, dans le monde humide, ses ancêtres avaient survécu, comment par nécessité ils s'étaient mélangés aux populations locales, et combien le retour dans la région avait été périlleux. Certains de ces hommes avaient vécu dans cette grotte. Il parla de la rencontre de ses aïeux avec des hommes venus d'une terre lointaine, appelée Moncho, entre parenthèses l'Afrique. Des hommes très noirs de peau, et qui avaient, disait-on, déjà à cette époque, envahi la quasi-totalité du monde froid. Il expliqua comment ces hommes nouveaux avaient tué, lors d'un combat imprévu, tous les mâles de son clan, grâce à cette arme magique, plus légère, plus droite et plus fine, que l'on projetait dans les airs, arme qu'utilisaient désormais tous les chasseurs du monde froid. Puis, le clan n'ayant plus d'hommes valides, il raconta comment, par nécessité, toutes les femmes de ses aïeux s'étaient faites engrosser par ces hommes nouveaux venus du monde chaud, et dont lui, Odaruk, était la progéniture indirecte. Le chasseur à côté de lui acquiesçait à son tour, car son histoire était la même. Lui aussi était le mélange de cette espèce disparue dont nous avions gardé la couleur de peau, et de celle apparue, de couleur noire, venue de loin, du monde chaud. Puis Kadon retraversa le trou de temps, pour revenir à son époque. Son Velahan avait duré le temps d'un coucher de soleil. Il semblait radieux malgré la fatigue excessive que génère cette pratique. Le Laman Sherpa sembla soulagé et enthousiaste à la fois. Les Dhammas revinrent dans la grotte et s'assirent en cercle autour de Kadon et du Laman Sherpa. Puis Kadon raconta ce qu'il venait de découvrir. Le visage de Kadon, le grand druide des esprits, était beau et illuminé. Il regarda le Laman Sherpa et chaque Dhamma,
et leur dit : « Je connais désormais l'histoire des hommes et l'origine des espèces dont nous sommes issus. » À ces mots, tous parurent impressionnés et impatients d'entendre la suite. « Ces mélanges nous ont donné force et courage, dit-il, intelligence et élégance. Ils ont affiné nos corps et développé nos capacités intellectuelles. Désormais, nous sommes devenus les hommes nouveaux du monde froid. » Le dame à aube demanda si des hommes du monde chaud vivaient encore là-bas, et s'ils étaient eux aussi des hommes nouveaux et véritables. Cadone répondit que oui, car tous les hommes, tous les êtres, renaissaient de la matrice de vie perpétuelle, de l'univers du grand carbone de lumière, pour venir séjourner dans l'univers de la goutte. Que tous les hommes étaient aussi véritables que leur couleur de peau ou de cheveux. Tous comprirent ce que Cadone voulait dire. Quelques jours plus tard, alors que chacun semblait dormir encore, un cri surgit de la grotte. Tous se réveillèrent en sursaut, et chacun vit Cadone figé. Son habit semblait avoir été brûlé. Les 7 d'Ahama se rendirent compte que par endroits sa peau semblait pendre, décoller de certaines parties de ses bras et de ses jambes. Les brûlures semblaient sérieuses, mais à le voir, son visage reflétait davantage la contrariété que la souffrance. Cadone dit à tous qu'il avait rencontré Donaya dans la nuit, que celle-ci lui avait fait une révélation de la plus grande importance. Le dame à aube demanda quelle était cette révélation. Cadone ne répondit pas, il continua son histoire. Après cette révélation, dit-il, je me suis endormi. Il raconta comment il avait passé la porte d'incursion de la bulle des songes, comment il avait voyagé dans l'univers des transparences pour y voir des choses et des signes étranges. À son réveil, alors que le jour n'était pas encore levé, il entreprit de réaliser un nouveau Velahan, mais cette fois dans le futur. Tout s'était pendu à ses lèvres, et le Dahamao voulut en savoir plus. « Je suis allé dans le futur, dit Cadone, vers la fin du 6e millénaire, et tout était détruit, car la terre était une mer de lave. » Effaré, le Dahamao dit encore : « Et où étaient les hommes ?» Cadone le considéra un moment. Cet instant parut interminable. « La plupart des hommes seront sauvés, dit Cadone, partis vers une autre terre aussi ronde que la lune, dans des engins volants énormes, plus rapides que l'éclair et moins bruyants qu'un vol de libellule. » Tous se regardèrent. Les hommes reconstruiront un monde nouveau dans la compréhension de la réalité de vie de la lumière cadoniste, qui est la parole prouvée des esprits, et seuls seront reconnus les esprits méritants, car tous seront esprits méritants sur cette terre nouvelle. Le lendemain matin, à la surprise de tous, les blessures de Cadone avaient disparu. Un beau soleil étincelait dans le ciel, comme une promesse d'espérance dans l'avenir. Cadone et les 7 Dahama quittèrent la grotte et prirent la route de l'ouest. Ils traversèrent l'actuelle Autriche à quelques milliers de pas de Vienne. Puis ils passèrent en Allemagne et s'arrêtèrent une bonne quinzaine de jours au sud de l'actuel Hambourg. Enfin, ils traversèrent le Rhin. Oblite 96, Cybèle 13. 6 mois après avoir quitté le pays sumérien, et alors qu'ils traversaient un bois dans la région actuelle du nord de la France, que l'on pourrait situer au sud de la ville d'Arras, Cadone et les 7 loyaux furent attaqués par des dizaines de brigands. Ces hommes voulurent prendre ce que Cadone et les 7 loyaux possédaient. Cadone, le grand druide des esprits, leur proposa une partie de ce qu'il leur restait à manger et à boire. Les brigands rirent de cette proposition et volèrent le chargement sacré en entier. Puis, se rendant compte de l'étrangeté du chargement, ils demandèrent à tous de quoi il s'agissait. Cadone leur dit que ces tablettes représentaient leur histoire, celle de Siwix, le père des dieux, le père des univers, celle de Eltra, la mère de notre univers, celle de Donaya, mère de l'humanité. Des brigands intrigués s'assirent sur des souches d'arbres et sur des pierres, invitant Cadone à leur en dire davantage. Tous écoutèrent l'histoire de Siwix, de Eltra, de Donaya, de Cadone et du cadonisme. À la fin du récit, le chef demanda quelle était cette lumière dont parlait Cadone. « Il ne s'agit pas d'or ou de métal précieux, dit Cadone, mais de quelque chose de bien plus important. Cette lumière n'a aucune valeur marchande, car aucune fortune au monde, aussi colossale soit-elle, n'est assez conséquente pour valoir une telle chose, un tel héritage. Cette connaissance vaut bien davantage que toutes les richesses matérielles de la terre. » À ces mots, les brigands rirent à nouveau.
Puis Cadon appela les esprits à la compassion pour ceux qui n'avaient pas la perception de la lumière cadoniste qui est la parole prouvée des esprits. Il dit que cela le plongeait dans une grande tristesse et qu'il était inquiet pour l'avenir du monde. Les brigands rirent de plus belle. Une trentaine d'entre eux ne rirent pas. Et quand le chef des bandits leur dit qu'il allait prendre les tablettes sacrées, cette minorité s'y opposa. Puis Cadon, voyant le chef fâché du comportement de certains de ses hommes, lui dit qu'il pouvait prendre ces tablettes afin que l'histoire de la lumière cadoniste entre en leur cœur. Alors le chef s'approcha de Cadon et lui demanda s'il avait peur de mourir. Cadon, le grand druide des esprits, répondit que la mort n'existait pas. Alors le chef des bandits dit qu'il allait enfoncer son poignard dans le cœur de Cadon aussi profondément que celui-ci voulait que cette lumière entre en lui. Les 7 loyaux proposèrent au chef des brigands leur propre vie physique, mais Cadon refusa. Puis il se tourna à nouveau vers le chef des brigands et dit « Ne fais jamais ce genre de choses, mon ami. Je t'en conjure devant Eltra, devant Siwix et tous les esprits suprêmes, car en tuant autrui, tu te tueras toi-même. » Cadon parla des esprits, des univers, du ciel noir, de la dame noire et des 3 créatures. Le chef des bandits semblait très agacé par les propos de Cadon. Bientôt il le gifla, et ses hommes rirent encore beaucoup. Puis le chef donna encore un coup sur le visage de Cadon, et celui-ci tomba en arrière. Aussitôt le chef tomba lui aussi en arrière, comme si lui-même avait reçu ce coup. Hors de lui, le chef sortit son couteau, et d'un geste furieux trancha la joue de Cadon. Aussitôt, le sang coula sur le visage du chef. Tous les brigands eurent très peur. Une bonne moitié d'entre eux s'enfuit en hurlant d'effroi, et personne ne comprit ce qui s'était passé. Cadon dit au chef qu'il ne s'agissait pas là d'un mystère, et dit à tous ceux qui n'avaient pas fui qu'il s'agissait de son esprit guerrier, car celui-ci était d'une rare puissance. Il rappela à tous que lorsqu'on faisait le mal autour de soi, inévitablement, nous recevions ce mal dans l'univers du physique, et plus encore dans les univers funestes, car nous étions en chacun et en tous à la fois. Cela autant que chacun et tous étaient en nous. Comme beaucoup ne comprirent pas ce que Cadon voulait dire, celui-ci les pria à tous de s'asseoir à nouveau pour écouter ce qu'il avait à leur dire. Il leur demanda si au cours de leur vie, ils n'avaient pas assisté à des événements étranges, si par exemple, il ne leur était jamais arrivé de penser très fort à une personne qu'ils n'avaient pas vue depuis fort longtemps, pour qu'aussitôt cette personne vienne leur rendre une visite. Le chef et tous les brigands acquiescèrent. Cadon demanda au chef s'il ne lui était jamais arrivé de prévoir un événement, que ce soit éveillé ou non, ou de rêver de quelque chose qui finalement allait se produire dans l'avenir. Tous acquiescèrent à nouveau. Il demanda encore au chef s'il ne lui était jamais arrivé d'avoir la sensation profonde qu'à un moment précis, quelque part, loin de lui, quelque chose était en train de se passer, et qu'après vérification, ce quelque chose, cet événement, s'était effectivement produit. Le chef acquiesça une fois de plus, et répondit l'air impressionné qu'effectivement, lorsque son oiseau, venu d'un pays lointain, était mort, il l'avait ressenti. Cela l'avait même réveillé. Et lorsqu'il s'était levé, il l'avait trouvé par terre, encore tout chaud, car son oiseau venait juste de mourir. Cadon, le grand druide des esprits, dit que tout ce qui l'entourait n'était pas moins en lui que son oiseau. Aussitôt, le chef admit qu'ils avaient tous un grand courage, ainsi que de grandes connaissances. Il leur dit qu'il leur laissait à tous la vie sauve, et que ses propres hommes les escorteraient jusqu'à une région où ils ne rencontreraient aucun autre brigand. Néanmoins, le chef dit qu'il voulait garder les tablettes d'argile. Cadon accepta avec une joie non feinte, car l'histoire du cadonisme, dit-il, serait retranscrite sur d'autres tablettes d'argile. Au moment où Cadon et ses compagnons s'apprêtèrent à continuer leur chemin, 23 brigands dirent à leur chef qu'ils désiraient quitter la bande pour se consacrer dorénavant au cadonisme. Ils lui rendirent leurs armes, et le chef accepta. Aussitôt, il ordonna au reste de ses hommes de retourner dans la forêt. Cadon, les 7 loyaux et les 23 brigands continuèrent leur route. Oblique 96, Cybèle 14. Cadon et les 7 Dahamas traversèrent la Manche, sur 2 radeaux géants, et se rendirent dans le sud de l'actuelle Angleterre. Durant la traversée, un brigand tomba à la mer. Les vagues étaient si fortes que personne ne put le sauver. Il disparut dans les profondeurs glacées,
sans même un gémissement. Arrivés sur la côte, afin de se remettre de cette aventure marine que beaucoup d'entre eux n'avaient jamais vécue, ils se reposèrent et passèrent la nuit là, où ils avaient accosté. Le lendemain, ils marchèrent vers l'intérieur des terres. Ils s'arrêtèrent chaque jour, dès la nuit tombée, pour dormir. Vers le soir du 4e jour, ils découvrirent un endroit étonnant. Devant leurs yeux s'étalait un étrange spectacle. D'énormes pierres bravaient le ciel. Certaines, d'un poids colossal, dessinaient un horizon si étrange que celui-ci semblait multiplier la puissance du silence. À coup sûr, ce décor avait été planté là par les esprits eux-mêmes. À perte de vue, d'autres pierres gisaient sur le sol, certaines couvertes de mousse et de végétation. Par endroits, des sortes de tranchées et de fosses aux 3/4 comblées semblaient avoir été creusées de la main même de l'homme. Sous la lumière de la lune, le site s'étalait à perte de vue. Cet endroit est sacré, dit Cadon. Au loin, à 1 heure de marche environ, des feux scintillaient dans la nuit. Il devait probablement s'agir d'un dams. Cadon dit qu'ils iraient visiter les alentours le lendemain matin. Les anciens brigands voulurent aller dans le dams le soir même. Cadon s'y opposa. Ce soir-là, ils mangèrent un sanglier qu'ils avaient tué en venant et passèrent la nuit près d'une de ces grosses pierres. Le lendemain matin, alors que les anciens brigands dormaient encore, le laman Sherpa, qui s'était levé tôt et avait eu le temps d'analyser le terrain, revint d'un pas énergique vers Cadon et les 7 Dahamas. Son enthousiasme et sa joie attirèrent l'attention de tous. Il reprit son souffle quelques secondes, puis s'assit au milieu de ses compagnons. « Je viens d'avoir une vision, dit-il. » Il regarda chacun d'entre eux. Tous étaient pendus à ses lèvres. Impatient, le Dahamaob demanda de quelle vision il parlait. « J'ai vu le premier temple sacré du cadonisme, à cet endroit, dit-il. Une partie des pierres est déjà installée. » Cadon joignit ses mains à son visage en signe de satisfaction. « À quelques pierres près, c'est comme si ce lieu avait déjà été jadis un temple cadoniste, dit le laman Sherpa. » Cadon confirma ses propos. Lui aussi avait eu la même vision durant la nuit. Durant de longues minutes, plus personne ne parla. Tous joignirent leurs mains, et seul le chant du vent se fit entendre. Cadon embrassa le sol et dit qu'il devrait se mettre à l'ouvrage dès le lendemain matin. Dans la journée, le laman Sherpa montra à tous ce qui devait être fait. Au-dessous de l'endroit passait un courant d'eau propice aux bonnes énergies. Il faudrait fabriquer des cordes d'une grande solidité et préparer de gros rondins pour déplacer les 3 énormes pierres manquantes, dit le laman Sherpa. La tâche s'annonçait difficile, mais pour la construction du premier grand temple cadoniste, rien ne pourrait les arrêter. Tous étaient enthousiastes. Un des anciens brigands se mit à danser d'une façon étrange, et tous firent de même, dans la joie et la bonne humeur. Ils ne déplacèrent pas la grosse pierre près de laquelle ils avaient passé la nuit. Ils appelèrent cet endroit Elan. Ils trouvèrent des hommes dans le dams le plus proche pour les aider à transporter les énormes pierres manquantes, éparpillées dans la plaine. Curieusement, sur le site, des sillons circulaires étaient dessinés sur le sol, comme si les énormes pierres posées jadis à cet emplacement s'étaient volatilisées. Certaines pierres se trouvaient à plusieurs centaines de pas, et plus loin encore. Ils appelèrent l'endroit choisi Silan. Ils alignèrent d'abord 8 grandes pierres, dont 5 étaient déjà en place, pour symboliser les 8 univers. Ils les placèrent 2 par 2, afin d'obtenir 4 groupes de 2 pierres pour qu'elles puissent en même temps symboliser les 4 réalités du cadonisme. Plus tard, le laman Sherpa fit mettre une grosse pierre à l'horizontale sur tous les duos de grosses pierres pour les caler, afin que celles-ci ne tombent pas, ou pour mieux symboliser encore les 4 réalités. Puis, en haut du site de ces 2 fois 4 pierres, le laman Sherpa fit déposer sur le sol 2 autres grosses pierres manquantes, dont l'emplacement était lui aussi annoncé par 2 sillons visibles, elles aussi verticales côte à côte, l'une symbolisant Siwix et l'autre Eltra, ainsi que les mondes du physique, et l'autre les mondes des esprits. Devant ces 2 pierres, un peu vers le centre, entre les 4 fois 2 pierres, il fit déposer une autre pierre qui devait faire office d'autel pour les cérémonies.
Entre les deux grosses pierres du haut et l'autel, il fit également s'aligner 3 pierres plus petites, qui devaient symboliser les 3 grandes vues du cadonisme, dont 2 étaient déjà en place. Puis il ajouta une ligne de 6 petites pierres de chaque côté de l'autel, 6 devant les 4 grosses pierres de gauche et 6 devant les 4 grosses pierres de droite, qui devaient symboliser d'un côté les 6 tunnels et de l'autre les 6 bulles du cadonisme. Autour de la sculpture étaient déjà déposées les 30 pierres, symbolisant les 30 cadonistes ayant participé à la construction du temple. Les 7 Dhammas, dont le Laman Shirpa, Kadon et les 22 anciens brigands restants. Enfin, pour finir, ils ajoutèrent quelques pierres manquantes au dernier cercle de 30 pierres de taille moyenne qui symbolisaient l'esprit mêlé perpétuel et les hommes qui les avaient aidés. Tous furent témoins de cette grande construction, témoins de l'immuabilité et de l'immensité du temps. Cela prit plus de 2 ans et causa durant les travaux plusieurs décès. Les corps furent brûlés assez loin de là et les cendres déposées au centre du temple, à côté d'autres restes déjà trouvés à cet endroit. Quand la construction du temple fut terminée, Kadon demanda aux 7 Dhammas de poser comme lui une main sur l'une des 8 pierres verticales symbolisant les 8 univers. Chacun s'exécuta. Puis Kadon monta l'autre main vers le ciel. Tous firent de même, de telle sorte que les bras tendus semblèrent dessiner la structure d'un toit. Alors des gouttes d'eau se mirent à sortir du sol et monter dans les airs. Puis un terrible éclair sortit également de terre pour monter vers le ciel à une vitesse vertigineuse. Aussitôt il se transforma en une sorte d'arbre étincelant et majestueux, dont les branches extrêmement lumineuses prirent la direction des 4 coins de la terre. Ce soir-là, le spectacle fut si grandiose que les esprits eux-mêmes apparurent dans le ciel, car les éclairs rendirent la bulle du premier ciel incandescente et visible à chacun. Soudain, un esprit descendit du premier ciel et s'approcha de nous. Kadon fut aussitôt soulevé de terre et monta au-dessus du sol d'une hauteur d'un enfant de 10 printemps. Il semblait flotter dans les airs. L'esprit parla avec une voix de femme. Kadon joignit ses mains au-dessus de sa tête. Il semblait ému et très respectueux. Toutes et tous regardèrent l'événement avec stupéfaction et crainte. « Mon cher Kadon, dit l'esprit, je te félicite pour ce temple, toi et tes compagnons. Désormais, la puissance des Érinis, des grands Érinis et des grands Érinis pages devra être célébrée à la hauteur de leurs dons et de leurs bienfaits pour les univers parallèles joyeux. Une pincée de cendres de ces grands esprits sera déposée dans tes temples. Ceci est un souhait de moi-même et de tous les esprits suprêmes. » Puis il salua Kadon avec respect et affection et repartit aussitôt vers le premier ciel, sans rien ajouter. Kadon redescendit comme s'il avait été tenu et freiné par une corde, de telle sorte qu'il se posa doucement sur le sol. Chacun resta muet et immobile durant un bon moment. Les esprits toujours visibles dans le premier ciel semblaient en fête. Puis en un instant, tout disparut à la vue de toutes et de tous pour laisser place à un ciel vide de lumière tirant vers le rose. De ce jour, pour tous ces hommes et femmes, rien ne fut jamais plus comme avant.